Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'Entretien du jour. Je reçois aujourd'hui un président de région, c'est M. Jean-Paul Bachy, qui est président de la région Champagne-Ardenne. Bonjour M. Bachy. Bonsoir. Vous êtes également membre de la commission coopération internationale de l'Association des régions de France. Tout à fait, c'est-à-dire que notre rôle est de coordonner l'action de nos différentes régions dans les partenariats qu'elles ont avec d'autres régions dans le monde, dans le cadre d'échanges nord-sud ou d'échanges avec d'autres grands pays émergents. D'accord. Le nouveau président français a été élu, il a également été investi dans ses nouvelles fonctions de président de la République. Et le premier geste, je ne sais pas si on peut appeler ça geste, mais il roule dans une voiture qui a été fabriquée dans une région française. Oui. Bien sûr, je dirais que c'est assez normal. Pour le reste, c'est pour moi un grand sujet de bonheur parce que c'est vrai que ce changement, beaucoup de Français l'attendaient. Maintenant, François Hollande est investi d'une mission d'intérêt général. Il vient de choisir son Premier ministre. C'est un homme d'expérience, un maire à Saint-Herblain, puis à Nantes, président du groupe à l'Assemblée nationale. Il a su, je crois, faire la démonstration de sa capacité de rassembler, comme François Hollande. Ils sont là maintenant pour incarner l'ambition, l'unité de tous les Français et pour parler au nom de la France et de tous les Français sur la scène internationale. Je dois vous considérer comme de sensibilité socialiste ou comme un socialiste ? Pour moi, c'est un peu la même chose. Il est rare que les socialistes aient une sensibilité qui ne soit pas tout à fait la même. Mais ceci dit, je suis toujours resté un homme libre et indépendant d'esprit, c'est-à-dire que je n'ai jamais été un homme d'appareil. Et je crois que la conviction politique, elle se forge d'abord sur le terrain, dans l'expérience de la vie autour des gens, avec les gens, au milieu des gens. Et c'est vrai même quand on s'engage sur le plan international et qu'on s'occupe de coopération internationale. Je le relève parce que vous faites partie des premiers soutiens de François Hollande tout de même, parmi les... On a été effectivement, Alain Rousset, qui est le président de la région d'Aquitaine, et moi, les deux premiers présidents de région à nous engager avec lui, au moment même où s'amorçaient seulement les élections primaires. Je ne regrette pas d'avoir voté ce soutien, parce que je crois que la démarche de François Hollande au cours de cette campagne a été exemplaire, et je pense qu'il sera un bon président de la République. Et je suppose que si vous avez choisi de le soutenir dès le début, c'est que vous étiez convaincu qu'il ferait un bon président de la République. Oui, parce que si vous voulez, moi je pense qu'un président de la République, c'est quelqu'un qui doit faire du lien entre la France d'en bas et la France d'en haut. La France occupe une place importante dans le monde, même si elle a perdu un peu de son crédit et de sa place au cours des dernières années. Et je pense qu'un président de la République doit toujours garder le contact avec la population, avec les gens de tous les jours, tout en ayant la charge énorme de représenter le pays dans le monde, d'exprimer ce que sont les intérêts de la France et ses ambitions, d'être utile aussi sur la scène internationale pour contribuer à la paix, pour contribuer à un certain nombre de grands défis, comme celui du développement notamment. Tout à l'heure, je parlais de l'économie. Il est élu dans un contexte de crise multiforme. Oui. Et l'une des formes que prend cette crise, c'est le chômage, notamment dans les régions. Vous devez être touché également. Nous sommes la région du Champagne, qui est signe de fête et de croissance. Mais nous sommes aussi une région qui connaît de lourdes difficultés sociales, comme beaucoup d'autres. Les industries ont du mal actuellement. Et donc, c'est un vrai défi pour lui. Et puis, il y a des défis également d'une France qui s'est un peu déchirée au cours des années passées, qui a perdu de son autorité dans les grands conflits qui se déroulent sur la planète, qui a besoin de reconquérir la confiance, et en particulier la confiance des populations du Sud, beaucoup de pays qui, comme nous, sur le continent africain ou ailleurs, parlent notre langue et qui attendent beaucoup de ce changement qui est intervenu à la tête de l'État. Quand on vous dit délocalisation ou alors production en région, coopération décentralisée, pour vous c'est antinomique ou on peut jouer sur les trois tableaux? Je pense qu'il y a souvent des choses à faire qui sont à la fois plus compliquées et plus simples que cela. Lorsque Renault installe une usine à Tanger,
qui est destiné à défendre la place d'une marque automobile française au Maghreb et sur le continent africain. Qui pourrait le lui reprocher? Et donc, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la France que de voir un pays comme le Maroc accueillir Renault sur son territoire. Par contre, ce qui doit être interdit, ou du moins ce sur quoi il faut être vigilant, c'est de ne pas utiliser l'exploitation de la main-d'œuvre dans certains pays à bas salaire, le dumping social, comme on dit, pour réimporter sur le continent ou sur notre pays des voitures qui ont été fabriquées, qui sont destinées à d'autres marchés. Et là, effectivement, on peut très bien imaginer qu'une entreprise exporte, qu'une entreprise investisse à l'étranger, qu'elle crée des partenariats internationaux. On ne peut pas imaginer d'aider l'Afrique si d'abord on ne fait pas tout pour son développement, pour y créer de l'emploi, pour y créer de l'activité industrielle et donner la capacité aux populations locales de trouver elles-mêmes les moyens de créer de la richesse et de créer de l'emploi pour les jeunes générations qui viennent. Il faut être ouvert sur le plan international et trouver les solutions qui sont des solutions gagnant-gagnant. Je pense que c'est ça la bonne démarche. Donc vous pensez qu'aujourd'hui on peut tisser une vraie solidarité francophone en matière de développement, notamment des régions, la coopération décentralisée, sans que cela soit incompatible avec la situation économique en France et aussi avec la concurrence économique dans les pays concernés. Je crois qu'il est temps. Si vous voulez, la France, elle a été prisonnière d'un modèle qui est aujourd'hui un modèle dépassé, hérité de l'ère coloniale, où un certain nombre de grands groupes internationaux sont venus, j'allais dire, faire leur marché dans un certain nombre de pays d'Afrique, où elles ont exploité la main-d'œuvre, des ressources locales, des complicités se sont créées entre des milieux financiers et certains clans politiques, des relations... C'est ce qu'on a appelé la France-Afrique. Oui, bah ça, je dirais que c'est fini. Il faut trouver autre chose. Alors, il y a une tentation parfois pour la gauche, c'est de croire que c'est uniquement par de l'humanitaire qu'on va faire les choses. Bon, les French Doctors, comme on dit, jouent un rôle éminent dans un certain nombre de parties du monde et il faut leur rendre hommage. Mais en même temps, il ne faut pas non plus qu'on imagine que c'est uniquement par de l'aide publique que l'on peut solutionner les choses. Ce qu'il faut, c'est faire du co-développement, c'est-à-dire faire en sorte que des petites entreprises, que des artisans, que des enseignants, que des gens spécialistes des nouvelles technologies travaillent ensemble et puissent donner des opportunités de marché pour des entreprises françaises, mais en même temps puissent offrir des capacités de développement local. Vous avez fait des propositions dans ce sens, hein. Vous avez rassemblé un certain nombre de spécialistes autour de vous en matière d'économie, de coopération, et vous prônez un changement dans l'attitude à la fois de UBI France et de l'Agence française de développement. Le but, il est effectivement que ces organismes, d'abord, soient plus au contact des populations locales et qu'elles puissent jouer un rôle en partenariat avec les collectivités qui existent dans ces pays. Ici, je crois beaucoup à ce qu'on appelle la coopération décentralisée, des maires qui rencontrent d'autres maires, des présidents de région, d'autres présidents de région. C'est que nous parlons de quoi quand on se rencontre? De problèmes de vie quotidienne des gens, de logement, d'école, d'énergie, de traitement des déchets ménagers, d'infrastructures, de santé. Et à partir de là, aussi. Oui, bien sûr, mais ce sont autant de marchés pour des entreprises françaises, ce sont autant de possibilités d'investissement locaux qui permettent à ces collectivités de réaliser leurs programmes, leurs ambitions pour répondre aux besoins des populations. Et c'est ce modèle nouveau qu'il faut mettre en œuvre et que les collectivités territoriales peuvent apporter au chef de l'État, au ministre, en disant que l'action de l'État peut et doit être complétée par une action de terrain qui s'enracine dans la réalité quotidienne de la vie des gens et de la vie des collectivités. Est-ce que le fait d'avoir un président de la République qui a été président de région en Corrèze... Président de département. Président de département, autant pour moi, qui a été président de département, qui était en tout cas dans la coopération décentralisée d'une manière ou d'une autre, est-ce que cela peut être pour vous un atout?
Ben, je pense, oui. Je pense qu'il est beaucoup plus apte à comprendre le type de logique que je viens d'expliquer et que lui-même, parce qu'il est un élu local, légitimé par le suffrage universel, il a sans doute plus le souci que telle ou telle personne nourrie d'abord d'une formation plus technocratique ou qui n'a jamais, comme je dis parfois en riant, dépassé les limites du périphérique à Paris. Il a plus l'expérience du terrain et donc il est certainement beaucoup plus sensible à l'intérêt que peuvent avoir ces coopérations directes entre collectivités qui tissent des réseaux, qui sont des réseaux extrêmement innovants, extrêmement porteurs d'avenir, entre des gens qui sont dans des pays très lointains du nôtre, mais qui peuvent travailler avec nous sur des réalisations finalement très concrètes pour les besoins des gens. Vous imaginez bien qu'il y a une formule qui a précédé ma question, c'est la Zambèze avant la Corrèze avant le Zambèze. C'est une formule que vous avez dû entendre plusieurs fois déjà. Le président est de Corrèze. Est-ce que vous pensez qu'il privilégiera la Corrèze à la Zambèze? Alors, aux Zambèze, pardon. Je pense que la campagne a été très centrée sur des problèmes internes à la France. Et je dirais que c'est presque un atout par rapport aux enjeux internationaux, et notamment aux enjeux de la coopération Nord-Sud, que François Hollande soit un homme neuf, qui a à découvrir encore sans doute beaucoup de choses en Afrique. Parce qu'au moins, lui, ne sera pas embourbé dans le passé et dans un certain nombre d'erreurs. Il arrivera, je dirais, avec un esprit indépendant de tous les lobbies et de l'héritage malheureux de la France-Afrique. Et il pourra, à partir de là, sans doute avoir un jugement plus lucide, plus pertinent sur les urgences, sur les priorités qu'il faut mettre en œuvre, en dialoguant avec les autorités des différents pays amis que nous comptons là-bas et avec lesquels il faut ouvrir vraiment un nouveau type de contrat et un nouveau type de relation. Et parmi vos partenaires, il y a les francophones. Vous avez parlé des régions francophones. Vous faites partie de l'association des régions francophones. Est-ce que la francophonie prendra une dimension nouvelle avec cette élection de François Hollande? Je pense que la francophonie, elle s'appuie sur la richesse d'une langue, dans sa diversité d'ailleurs, parce qu'elle s'exprime à travers des formulations un peu différentes, parce qu'elle couvre, elle est présente dans des continents où les cultures sont très différentes. Mais on n'a pas entendu parler francophonie. Elle doit s'exprimer, cette francophonie, à travers du co-développement, c'est-à-dire à partir d'enjeux technologiques, à partir d'enjeux économiques. Vous savez, on parle du Commonwealth. Qu'est-ce que c'est que le Commonwealth, si ce n'est un réseau de langue anglaise qui finalement développe un espace économique commun? Pourquoi ce qui serait possible aux uns ne serait pas possible aux porteurs des valeurs francophones qui, dans les différences culturelles qui nous rassemblent, peuvent être demain un champ de coopération particulièrement intéressant et particulièrement fructueux. Donc aujourd'hui, la francophonie devrait avoir un modèle très proche de celui du Commonwealth, par exemple. Un modèle, en tout cas, peut-être plus réaliste, un modèle plus concret. Moi, j'entends beaucoup d'amis africains qui nous disent « c'est bien gentil de nous avoir appris le français, mais nous voulons, parce que nous nous développons, parce que nous avons des taux de croissance importants, que nous avons des ressources, que nous voulons les développer, nous voulons travailler avec la France autrement. » Et c'est cela qu'on attend du nouveau président de la République. Merci beaucoup, M. Jean-Paul Bachir. Je rappelle que vous êtes le président de la région Champagne-Ardenne, que vous êtes également président de la commission coopération internationale de l'Association des régions de France et que vous faites partie de l'Association internationale des régions francophones. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour notre édition de la chaîne du jour. À bientôt.